Tout d'abord, félicitations à tous. Nous avons reçu 141 candidatures et vous faites partie des 36 projets sélectionnés. Nous allons maintenant rentrer dans le cœur même du concours qui est l'Elevator Pitch. Avant de laisser la place à la coach en prise de parole, je voulais simplement vous faire un récapitulatif du déroulé du concours. Chacun d'entre vous va aller pitcher dans une des 4 villes suivantes: à Lyon, à Bordeaux, à Nancy et à Nantes. Vous serez 9 projets dans chacune des villes et le jury va devoir en sélectionner un par catégorie. Il y a 3 catégories: l'idéation, la start-up et l'entreprise. Ce qui fait qu'il y aura 12 projets lors de la finale à Paris le 15 avril au Forum international Bois Construction au Grand Palais. Je voulais simplement vous rappeler à l'oral les 5 critères de sélection. Ils sont aussi présents sur notre site internet et par mail. Les 5 critères sont donc bien sûr la qualité de votre présentation orale, l'aspect innovant de votre projet, la qualité et la complémentarité de votre équipe, l'impact social, économique et environnemental et pour finir, la capacité d'industrialisation de votre projet. Si jamais vous souhaitez aussi connaître le listing exact des jurys, on va vous envoyer un mail avec ces précisions. Ils sont aussi présents sur le site internet. On se retrouve aux étapes régionales et d'ici là, bonne préparation. Bonjour à tous. D'abord, félicitations d'être arrivés jusqu'ici. Vous arrivez maintenant à l'étape de sélection orale, cette étape qui est excitante et qui peut aussi être stressante, c'est normal. Mais rassurez-vous, c'est un jeu. Et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour vous aider à pitcher dans les meilleures conditions. Je m'appelle Aliénor Isambard, je suis une ancienne avocate, aujourd'hui comédienne et coach en prise de parole en public. Ce qu'il faut comprendre dans la prise de parole, c'est que c'est comme un sport. Plus on s'entraîne et meilleur on devient. C'est important de prendre conscience de certaines notions dont je vais vous parler et après d'utiliser des techniques et de s'entraîner. D'abord les notions. Il y a 2 notions très importantes. C'est les niveaux de langage et les piliers de la persuasion. D'abord, les niveaux de langage. On a souvent conscience du langage verbal, c'est-à-dire les mots que l'on utilise, tout ce que l'on pourrait mettre par écrit. Donc ça, évidemment, c'est important. Mais ce qui est aussi extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le langage non verbal et le langage paraverbal. Le langage non verbal, souvent on va se dire « Ah oui, d'accord, c'est mon corps, ma posture, mon regard, mes gestes. » Alors oui, il y a tout ça, évidemment. Mais il y a aussi, et c'est très important, votre état intérieur. Dans quel état vous êtes, ce que vous pensez et ce que vous ressentez au moment où vous êtes en train de parler. Donc c'est votre état de détente, est-ce que vous êtes stressé ou plutôt détendu? Votre concentration, est-ce que vous êtes concentré sur votre objectif ou est-ce que vous pensez à autre chose? C'est le plaisir que vous prenez à prendre la parole ou est-ce qu'au contraire c'est difficile pour vous? Et donc tout ça, votre auditoire va le ressentir au moins inconsciemment. Donc c'est extrêmement important. Et puis après, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, le langage paraverbal. Le paraverbal, c'est tout ce qu'il y a autour des mots que je vais dire. C'est-à-dire qu'il y a ma voix, ma diction, mon débit, mais c'est aussi ce qu'on appelle le sous-texte, c'est-à-dire les intentions que je vais mettre derrière les mots. Par exemple, donc je peux dire n'importe quel mot, ce qui compte, c'est l'intention que je vais mettre derrière. Par exemple, si je dis « oui, bon, bah je t'aime », bon, la personne en face reçoit plutôt « oui, bon, bah tu me saoules ». Et vous voyez, je peux dire n'importe quel mot, ce qui compte, c'est l'intention que je mets derrière. Et ça, il faut bien en avoir conscience parce que souvent, on a tendance à travailler que le contenu, c'est-à-dire le verbal, les mots qu'on va mettre dans le pitch, et on ne travaille pas assez justement le non-verbal et le paraverbal. Or, si tout ça n'est pas en place, c'est-à-dire si on est stressé, si on lit un papier, le risque, c'est qu'on ne va pas entendre les mots que vous utilisez, votre verbal ne va pas nous parvenir. Ensuite, deuxième notion très importante, c'est les piliers de la persuasion. Les piliers de la persuasion, c'est-à-dire c'est bien comprendre que vous allez convaincre sur 3 aspects. La première chose, c'est convaincre par la logique, le raisonnement. C'est en fait tout ce qu'on peut retrouver également par écrit, la clarté du message, la structure de votre discours, l'efficacité des arguments, la pertinence des exemples. Donc ça, c'est un point extrêmement important évidemment qu'il faut bien préparer en amont. C'est quand on est en train de faire le contenu de son discours et de le structurer. Mais tout ça, ça ne suffit pas évidemment. Pour convaincre, il y a également la personnalité et l'émotion de l'auditoire. La personnalité de l'orateur tout d'abord, c'est ce que vous allez dégager, ce qu'on appelle l'éthos, ce que vous allez dégager en tant que personne. Donc c'est là qu'on retrouve ce fameux langage non verbal, ce qui exprime votre corps, l'état dans lequel vous êtes, et puis c'est également tout ce qu'on va attribuer à qui vous êtes. C'est-à-dire votre voix, votre diction, votre façon de vous exprimer, c'est aussi votre tenue vestimentaire, c'est tout ce que vous allez renvoyer, ce qu'on va pouvoir voir avant même que vous n'ayez pris la parole. Et puis quand vous commencez à prendre la parole, eh bien, comment est votre voix, comment est votre diction, votre débit. Et le dernier, l'émotionnel, c'est important. On l'appelle émotionnel au sens large,
c'est comment je vais connecter avec mon auditoire. C'est-à-dire comment je vais aller le chercher sur le terrain de ses valeurs, de ses croyances, de ses émotions. Ça ne suffit pas d'avoir un discours bien structuré, il faut aussi le faire vibrer, ce public, dans n'importe quel contexte de prise de parole. Donc ça va être connecté avec l'émotionnel, par exemple le faire rire, le faire sourire, le surprendre, le faire rêver. Ça, c'est toutes les choses que l'on peut faire sur le plan émotionnel, ça peut être aussi l'émouvoir. C'est aussi comment je vais lui envoyer des images, c'est-à-dire la capacité à raconter une histoire. C'est comment vous allez raconter votre projet en l'embarquant dans une histoire, en lui envoyant des images qui fait que lui, il a juste l'impression d'écouter une histoire et que du coup, il se laisse aller. Et le troisième aussi qu'on retrouve dans l'émotionnel, c'est la capacité d'identification. Faire en sorte que votre public s'identifie à ce que vous dites, à ce que vous racontez, ou alors aussi qu'il s'identifie à vous. Ça, c'est les points assez importants. Et puis, pour le côté émotionnel, c'est là aussi qu'il faut que votre paraverbal, dont on a parlé tout à l'heure, soit en place. C'est-à-dire qu'il y ait les intentions. Que derrière, quand vous dites des mots, que vous ne soyez pas en train de fermer vos phrases, de lire un papier, mais que vous soyez dans une parole vivante. Et c'est ça qu'on va voir tout à l'heure, les techniques qu'on peut travailler pour rendre sa parole vivante. Les questions préalables. Il y a 3 questions très importantes. Votre objectif, à qui je m'adresse et qui je suis. Votre objectif d'abord, c'est votre phare. C'est ce qui doit vous guider pendant toute la prise de parole et aussi pendant toute la préparation. Donc votre objectif, c'est de vous vendre, vous démarquer en mettant en valeur les critères que François vous a rappelés tout à l'heure, c'est-à-dire le caractère innovant du service ou de la technologie proposée, la qualité du porteur de projet ou de l'équipe, l'impact de votre innovation et ses capacités d'industrialisation. Cet objectif, comme je vous le disais, il faut l'avoir en tête à tout moment. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un esprit de synthèse et de sélectionner ce que vous allez mettre dans votre pitch. Rappelez-vous que vous n'avez que 5 minutes, donc il ne faut pas vouloir tout dire et en même temps, il faut sélectionner les informations les plus pertinentes pour convaincre. Après, à qui je m'adresse? C'est donc à un jury. C'est important de vous mettre complètement à la place de votre jury. Essayez de savoir, de penser qu'est-ce que lui peut attendre, qu'est-ce qu'il peut ressentir par rapport à ce que vous allez raconter, qu'est-ce qu'il connaît déjà de votre sujet. Et puis, vous avez déjà quelques informations sur ce jury. D'abord, vous savez que ce sont des professionnels. Ça veut dire qu'il faut avoir un pitch assez structuré, un vocabulaire sérieux. Mais ce sont aussi des professionnels qui ne sont pas tous de votre domaine, de votre milieu. Donc, c'est l'importance de la pédagogie, de ne pas utiliser du langage hermétique, de bien expliquer toutes les notions que vous allez utiliser. C'est aussi un jury qui ne va vous entendre qu'une fois, donc n'hésitez pas à prendre le temps de dire les choses. N'ayez pas peur aussi de la répétition, c'est important en prise de parole. C'est-à-dire, c'est pas répéter, redire exactement la même chose, c'est juste qu'on annonce son plan, qu'on répète les différents points, qu'on conclut et qu'on récapitule. Et puis, c'est aussi, n'oubliez pas, un jury qui va vous sélectionner parmi d'autres projets. Ça veut dire qu'il faut se démarquer. C'est ça qui est important et c'est là où on arrive au « qui je suis ». Donc le « qui je suis », c'est se connaître et connaître ses atouts. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en valeur dans le fond et dans la forme de mon discours qui font que je vais intéresser ce jury. C'est important dans la prise de parole de ne pas être en excès de timidité, il faut s'affirmer, et en même temps de ne pas être dans quelque chose de théâtral. Il n'y a pas besoin de jouer un rôle. C'est juste être soi-même dans sa meilleure version, détendu et concentré. Et puis, dans le « qui je suis », c'est aussi conscientiser votre positionnement. C'est-à-dire ne pas vous positionner comme un candidat qui essaye de gagner quelque chose, mais comme un porteur de projet qui est convaincu qu'il faut donner une chance à ce qu'il propose. Maintenant, on va parler de la structure du pitch. Comment vous allez structurer les choses. C'est important de comprendre qu'il ne faut pas qu'on rentre dans un exposé, une présentation, mais qu'on soit dans un plan dynamique en lien avec votre objectif. Par ailleurs, il faut bien comprendre que si vous rentrez directement dans le vif du sujet, dans le dur, vous n'allez pas aller chercher les gens. Il y a autre chose qui est très important, c'est d'aller connecter avec son auditoire dès le début du pitch. Autre point important, quand on est en train de pitcher, c'est de prendre conscience qu'aucun projet n'est intéressant en lui-même. Il n'est intéressant que parce qu'il répond à un besoin. Et donc ce besoin, il faut le mettre en valeur dès le début de votre pitch. Ça, c'est vraiment pour moi les points importants sur la structure. Après, je vais vous proposer un plan, mais c'est simplement une proposition. Vous êtes toujours très libre, évidemment, de faire le plan qui vous convient le mieux et qui répond à l'objectif. Le plan que je vous propose, c'est le suivant. C'est de mettre d'abord en valeur le besoin, sur le point de vue émotionnel puis rationnel.
Ensuite, de nommer votre solution avec si possible une petite phrase qui la résume de manière impactante. Troisièmement, annoncer votre plan. Quatrièmement, argumenter. Et enfin, conclure. Je vais revenir sur chacun de ces points. Le besoin d'abord. C'est important donc, comme je vous le disais, de le mettre bien en valeur. Pourquoi vous avez mis en place ce projet? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit « ça, c'est une bonne idée, c'est un bon projet ». Pour ça, donc, il faut repartir de ce besoin-là. Et là, vous allez chercher les gens, ou vous allez réussir à aller chercher les gens. C'est en les amenant sur le côté pathos dont on a parlé tout à l'heure, émotionnel. C'est-à-dire soit raconter une histoire avec des images ou quelque chose sur lequel ils peuvent s'identifier, ou alors aller dans l'émotionnel, les faire rire, les faire sourire, les surprendre. Par exemple, je vais raconter l'histoire de Pierre qui a des problèmes avec ses factures, qui n'aime pas ça, si je suis une boîte qui aide les gens à régler leurs factures. Et puis après, ce besoin-là, je vais le mettre en valeur sur le plan rationnel. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai raconté ma petite histoire, ou que j'ai raconté les choses, et bien là, je vais donner ce qu'on appelle la taille de l'enjeu. Je vais parler de ce besoin de manière rationnelle. Par exemple, j'ai raconté donc l'histoire de Pierre, et je vais dire des pierres, il y en a des millions. Voilà, je donne la taille de mon enjeu. Ensuite, je vais nommer ma solution. Simplement mettre en valeur le nom de votre projet, de votre innovation. Et si possible, mettre une petite phrase qu'on peut retenir facilement et impactante pour se rappeler de ce que vous faites, de ce que vous proposez. Exemple très simple, Airbnb, le premier hôtel sans hôtel. Ça marque et on ancre ça et après on s'en rappelle. Et puis après, vous allez dérouler les choses. Et ce qui est important avant de dérouler, c'est que vous annonciez votre plan. Vous allez annoncer vos différents arguments pour qu'on puisse bien les retenir. Ces arguments, donc peu importe, ils vont évidemment être liés aux différents critères dont on a parlé tout à l'heure. Après, là où je peux vous conseiller, c'est sur l'ordre de ces arguments. S'ils sont tous forts, tous intéressants, vous pouvez par exemple aller dans un crescendo, aller de plus en plus fort. Si certains arguments sont plus forts et d'autres sont un peu plus faibles, il y a ce qu'on appelle l'ordre nestorien. Vous mettez les arguments les plus forts au début et à la fin, et ceux qui sont un petit peu plus faibles au milieu. Et puis après, l'importance de conclure. Quand vous concluez, n'hésitez pas à récapituler les choses. Et puis après, à projeter. C'est-à-dire, voilà, le projet, une fois qu'il est financé, comment ça va se passer, quelles sont les étapes. Et puis, n'hésitez pas pour terminer, à ouvrir à nouveau sur l'émotionnel. Et pourquoi pas à reboucler sur l'histoire que vous avez racontée au tout début. Nous allons parler maintenant de la préparation orale. Au moment de prendre la parole, il y a deux écueils. Soit on a le risque d'être avec un papier ou de réciter quelque chose et d'être complètement enfermé là-dedans. Ou alors on se dit, voilà, j'improvise avec le risque que ce soit brouillon, que ça manque de structure et qu'on cafouille, qu'on ne sache pas exactement quoi dire. En réalité, une bonne prise de parole, c'est une parole vivante qui donne la sensation que l'on est en train de créer sur le moment. Mais en réalité, ça sollicite d'être énormément préparé. Parce que pendant la prise de parole, il faut que tout soit en place. Tous les niveaux de langage dont on a parlé tout à l'heure. Le non-verbal, le paraverbal. Être détendu, concentré, prendre plaisir, être convaincu. En même temps, avoir la voix qui porte, le débit, la diction, le regard, la posture. Ça fait beaucoup de choses. Et donc, évidemment, si on ne s'est pas entraîné, notre cerveau va penser à tout ça et ce sera trop difficile à gérer. Mais rassurez-vous, si vous vous entraînez, c'est très simple. Donc, je vais vous donner ici des techniques pour vous entraîner. D'abord, ce qui est important, c'est de s'entraîner sur la mémorisation. Je vais vous donner deux façons de faire. Soit, pour vous, c'est important d'écrire. Vous avez besoin d'écrire. Dans ce cas-là, écrivez. Et puis, réécrivez et réécrivez à nouveau jusqu'à ce que vous ayez réduit au maximum votre discours dans une sorte de plan détaillé et que vous l'ayez en mémoire. Ou alors, à l'inverse, vous commencez par improviser, comme si vous étiez en train de parler à un ami, très simplement. Et puis, vous réimprovisez à nouveau jusqu'à ce que vos termes soient de plus en plus justes et que vous soyez de plus en plus structuré dans votre façon de faire. Donc ça, c'est deux techniques possibles de la mémorisation. Mais après, ce n'est pas terminé. Il faut continuer à s'entraîner pour travailler sur chacun des aspects. Et n'hésitez pas d'ailleurs à travailler avec quelqu'un qui vous regarde et qui va vous aider, vous guider, un œil extérieur. Donc vous allez pouvoir vous entraîner aussi pour travailler sur la posture. La posture, c'est être bien ancré, avoir le dos droit, avoir le regard qui ne va pas au sol mais qui regarde votre jury. Donc ça, c'est important, mais c'est un entraînement. On a aussi parfois des petits gestes parasites
ou beaucoup de E par exemple. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit là, vous regarde et vous corrige simplement. Et vous aide et vous vous entraînez, vous le refaites et vous verrez qu'en vous entraînant, ça se conscientise et vous le mettez en place. L'entraînement, ça va être aussi sur la voix, le fait de soutenir vocalement. Donc voilà, l'envie de bien envoyer les choses. Prendre le temps sur le débit, pas aller trop rapidement. Et puis la diction. S'entraîner à bien dictionner les choses. Là, il y a des petits exercices que vous pouvez faire. Je vais vous en donner un très simple. C'est de dire votre discours avec ces 3 techniques-là. Soit je surarticule comme ça, la première, et puis je peux faire les 3 d'ailleurs. La seconde, je serre la mâchoire et on doit comprendre tout ce que je dis. Et puis la troisième, je me la bouche comme ça, même si j'ai l'air un peu ridicule, mais c'est pas grave. Et pareil, on doit tout comprendre ce que je dis. Voilà. Et si vous vous entraînez comme ça avec ces 3 techniques, après, ça permet d'armer votre diction. Et puis, c'est important de vous entraîner sur le sous-texte dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire mettre l'intention, la force de conviction. Pour ça, vous pouvez faire des petits exercices très simples. C'est par exemple vous entraîner avec quelque chose dont vous êtes extrêmement convaincu. Vous parlez de cette chose dont vous êtes très convaincu et vous revenez à votre pitch pour voir si vous êtes dans la même intention. Vous pouvez faire un autre exercice qui est simplement de s'amuser à dire les choses dans un langage imaginaire où on ne comprend rien. Dadadi, dadada, 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 pididi. Et en fait, le but c'est de vérifier qu'il y a bien l'intention. On n'entend plus les mots, mais il n'y a plus que le verbal et le non-verbal. Et donc, c'est ça qui vous permet aussi de vérifier que la force de conviction est bien en place. Grâce à cet entraînement, ça vous permettra d'être beaucoup plus détendu le jour où vous allez prendre la parole et d'être beaucoup plus concentré sur votre objectif. Et comme ça, vous prendrez aussi plus de plaisir. Autre petite chose pour vous aider à travailler cette détente et cette concentration, c'est un petit plus, c'est la méditation. Ça, c'est un outil qu'on utilise énormément en prise de parole ou pour les comédiens. C'est de faire la méditation un petit peu tous les jours. Donc 5 minutes par jour, il y a des applications, des enregistrements sur Internet. Et ça, c'est vraiment une pratique régulière. Parfois, on dit, mais c'est quoi une petite technique que je peux avoir pour me détendre juste avant? En fait, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Donc n'hésitez pas, si vous avez le temps, ou même essayez de le prendre, de faire ça simplement 5 minutes, 10 minutes par jour, c'est suffisant. Pour conclure, il me reste à vous souhaiter bonne chance et surtout, n'oubliez pas que tout va bien se passer. Entraînez-vous et rappelez-vous, c'est un jeu dans lequel vous n'avez rien à perdre, mais un beau prix à gagner.